moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve plutôt fun. Ça va faire quasiment un mois que je m'amuse à me faire peur. Et bien sûr ça entraîne des nuits blanches derrière et on connaît l'histoire de toutes les manières. Je me fais peur, j'ai peur, je flippe trop mais je continue à me faire peur. Allez savoir, allez comprendre le schéma bizarre dans lequel je suis, me voilà. Ça va faire quasiment un mois je crois, depuis début octobre que je regarde pas mal de trucs sur Netflix, je regarde des dramas, des films et des animés. Et je me disais que ce serait intéressant de vous en parler. D'ailleurs ça va faire aussi quasiment un mois que je zeuillette deux bébés. Attendez, je vous montre les bébés en question. C'est du chocolat en fait à 70% je crois, minimum, chocolat noir. Et là c'est une citrouille, donc c'est trop beau, c'est trop bien fait. Et le dernier, le plus beau des deux, attendez je vous montre. Mon bébé le plus beau, c'est cette petite araignée en chocolat. Honnêtement, je kiffe trop. On est sur du cacao à 70% aussi minimum. Et là, je pense même qu'il a plus de 70%. Et regardez-moi le détail apporté. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. J'ai hâte de bouffer tout ça, de dévorer tout ça début novembre. J'ai trop hâte. Bref, c'était les deux bébés dont je voulais vous parler là. Voilà. Donc, du coup, je vous disais que j'ai regardé pas mal de trucs spooky, drama, animé, film, d'un peu partout dans le monde d'ailleurs. Ce qui change de ce que j'ai fait l'année dernière où j'ai regardé que des Korean dramas. Là, je me suis amusée à regarder des trucs qui venaient de partout dans le monde pour essayer de voir si voilà, j'avais de nouveaux codes, de nouveaux formats intéressants ou pas. Et honnêtement, la surprise sur certains trucs m'a vraiment bluffé. Et honnêtement, j'ai eu d'agréables surprises. Donc, je vous présente ça de suite. J'avais mis en place l'année dernière un système de notes, donc il va rester le même. Et je vous glisse la vidéo sur le système de notes là. Bref, pour le système de notation des histoires, une étoile pour l'histoire voudra dire qu'elle est nulle. Sincèrement, passez votre chemin limite. 2 étoiles pour l'histoire voudra dire que ben c'est un peu peut mieux faire. 3 étoiles pour l'histoire voudra dire qu'elle est pas mal l'histoire finalement. 4 étoiles pour l'histoire voudra dire que c'est une histoire qui est plutôt bonne, bien équilibrée. 5 étoiles pour l'histoire voudra dire que enfin c'est du très très bon, c'est une trop bonne histoire en fait. Foncez, il n'y a même pas photo, sincèrement. Voilà, pour les frissons, j'ai mis aussi en place le même type de notation et frisson égale à 1 comme étoile, je dirais que j'ai même pas eu un poil qui s'est hérissé parce que bon, il n'y a pas eu d'effet vraiment sur moi quoi. Frisson égale à 2, je dirais que les jumpscares ont parfois eu raison de moi, parfois. Frisson égale à 3, je dirais que quelques images dérangeantes vont venir hanter mes nuits, 2 nuits durant, voilà. Frisson égale à 4, là c'est un peu plus corsé. Je pense que je dors au moins une semaine la lumière allumée parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui reviennent quand tout est éteint. Ouais. Frisson égale à 5, c'est bon, je lâche l'affaire et je vais aller me réfugier chez ma maman pour dormir avec elle parce que je pourrais pas dormir seule. Donc voilà. Et en plus de cela, en plus de ce système de notation là qui reste pareil, on a cette année 3 catégories que j'ai mis en place. On en avait 2 l'année dernière, cette fois-ci on en a 3 parce qu'il y a une catégorie que j'ai cru bon de mettre dans cette vidéo parce que j'ai regardé beaucoup de dramas et de films dans ce genre là. Parce que c'était mon mood cette année en fait. C'était vraiment ce que j'ai envie de voir plus cette année. Donc je me suis dit, il fallait que je rajoute cette catégorie là en plus. Donc let's go. Créatures monstrueuses. Et le premier élément de cette catégorie est le film japonais Zoom 100 Bucket List of the Dead. C'est un film de 2 heures environ qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme du nom d'Akira qui est un bourreau de travail malgré lui. En fait, son travail l'exploite énormément et il se retrouve à travailler, à faire beaucoup d'heures supplémentaires, à ne pas avoir assez d'heures de sommeil. Et il en vient au point dans sa vie où il n'a plus envie de se lever pour aller au travail. Et c'est pendant cette phase-là où il n'a absolument pas envie d'aller au travail qu'une épidémie de zombies va s'installer dans la ville où il vit et du coup va l'empêcher d'aller au travail. Pour Akira, l'épidémie de zombies est la meilleure nouvelle au monde. Vraiment, pour lui, c'est épiphanie, c'est la meilleure nouvelle au monde. Il va profiter de ses vacances forcées pour reprendre goût à la vie, essayer beaucoup de trucs qu'il n'avait plus l'occasion de faire et il va constituer pour se faire une bucket list à faire avant qu'il ne se fasse mordre par un zombie et qu'il meure. Donc voilà un peu le pitch de base du film. Et honnêtement, ce qui m'a fait mourir dans ce film, c'est que l'épidémie de zombies est pour lui la meilleure nouvelle du monde. C'est
tordant à voir. C'est un film qui est plutôt décalé, c'est assez drôle. Vous allez voir en fait comment est-ce que Akira, il profite de ça live en mode flex devant les zombies auxquels il essaie d'échapper. C'est plutôt drôle. Le ton du film est génial, c'est tordant à rire, tout est tourné à la dérision, c'est décalé, on va avoir plusieurs types de personnages qui ne se connaissent pas, qui vont sympathiser et vont essayer de se défendre l'un l'autre dans cette chasse à la chair fraîche que les zombies mènent sur eux. À un moment donné, ils vont apprendre qu'il y a en fait un endroit qui est safe zombie, un endroit qui est impénétrable par les zombies et du coup, un groupe de survivants va essayer de se rendre à cet endroit-là pour voilà, être safe finalement. Akira fait partie du lot des survivants en question et on aura droit à un road trip à travers le Japon profond. Et honnêtement les amis, vous n'êtes pas prêts, il y a de très beaux paysages. Moi j'étais bouche bée devant la beauté de certains coins qui nous montraient. Et il y avait quand même toujours ce genre, les zombies qui étaient en arrière-plan, mais c'était beau et c'est drôle. Il y en a, Akira aime jouer au super-héros, donc il y a ça qui vient rajouter encore un côté plus décalé. Et la scène avec le shark zombie, les amis, j'étais pliée de rire. J'étais là en mode, mais the fuck is going on here? J'ai beaucoup rigolé. Et honnêtement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous le recommande si vous aimez des films un peu décalés, des films qui parlent de zombies, mais qui ne se prennent pas trop au sérieux. Et des protagonistes qui sont plutôt touchants et qui ont juste envie de passer une bonne journée, qui ont envie de délirer, de rigoler à gogo. Donc c'est vraiment une très bonne vibe dans ce film et je vous le recommande chaudement. Le deuxième élément de cette catégorie est l'anime japonais Vampire in the Garden. C'est un anime qui fait 5 épisodes de 25 minutes et qui va raconter une histoire dans un univers où les vampires et les humains coexistent mais en guerre. En fait, on va suivre une jeune Momo qui est une humaine, elle est lassée de la vie dans une barrière, dans une forteresse. Elle est lassée de la haine et de la guerre et elle a envie de trouver un endroit où il n'y a plus de guerre. Elle va croiser par le plus grand des hasards une vampire qui, elle aussi, finée, est vraiment décalée dans son monde. Elle n'aime pas trop la compagnie des autres vampires, elle a envie d'autre chose. Et ces deux-là vont se lier d'amitié et vont essayer de faire tout pour trouver un endroit qui les accepterait toutes les deux, où elles pourraient coexister. Et je commence par vous dire que cet animé est juste trop émouvant. C'est bien réalisé, c'est bien dosé. Il y a la musique qui est le fil conducteur entre ces deux protagonistes-là qui n'ont rien en commun, la vampire et l'humaine. Surtout que l'une peut être la bouffe de l'autre, quoi, vite fait. Donc, il y a cet élément-là. Il y a la musique qui va les suivre tout le long de leur trip dans le pays pour trouver un Éden qui les accueillerait toutes les deux. Elles sont pourchassées par une bande de vampires et d'humains. Les humains pour Momo et les vampires pour Finet, parce qu'ils ne veulent pas que ces deux-là s'échappent, sortent de leur rôle respectif. Et ça va donner lieu à beaucoup de courses-poursuites. Notre duo d'humaines et vampires vont faire tout pour montrer que leur amitié est vraiment profonde, vient d'une trop bonne intention. Et finalement, c'est un anime qui va parler d'acceptation, de coexistence, de paix, non de guerre, de moyens d'entraide. Et j'ai trouvé ça trop bien amené. C'était vraiment très... C'était d'une beauté cet animé. J'ai vraiment kiffé ce qui se passait dedans. C'était hyper émouvant aussi. J'étais là, en fait... J'étais tellement peinée pour ce qui se passait dans ce monde-là. Et j'étais tellement peinée pour ces deux personnages qui étaient vraiment pas à leur place dans leur milieu respectif. Et qui... à défaut de se trouver un Éden, vont peut-être devoir le créer elles-mêmes. Donc vraiment, c'est un anime que je vous recommande aussi, il est vraiment trop bien fait, donc allez le voir. Le troisième élément de cette catégorie est l'anime japonais Kagaster of an Insect Cage. Alors, je ne l'ai pas encore fini parce qu'il fait 12 épisodes et j'en suis qu'à l'épisode 6 actuellement. Et honnêtement, c'est un anime qui va raconter une histoire un peu dans un environnement post-apocalyptique, ou non, post-épidémique on va même dire, parce que il y a des années de cela, en fait, il y a une épidémie qui s'est installée dans la race humaine et va transformer certains humains, 1 sur 1000, en insectes géants qui sont cannibales et qui n'ont envie que de manger la chair fraîche humaine. Du coup, les 1/3 de la population sont décimés. Non, même pas. Les 2/3 de la population sont décimés parce que du coup, les insectes géants vont attaquer les humains. Donc, il ne reste pas grand monde. Et les quelques humains qui restent sont cloisonnés dans des cités qui sont hautement gardées et qui sont gardées par une milice qui est armée pour tuer les insectes en question.
et des personnages qu'on appelle les exterminateurs qui sont un peu à la solde de n'importe qui aimerait se faire protéger contre les insectes. Donc eux, ce sont des... Est-ce que c'est des gangsters? Non, ils travaillent dans le privé, dans le noir et ils se font payer pour leur service. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Kido, un exterminateur de génie, va croiser un père qui se fait chasser par de grands insectes. Il va essayer de les aider parce que le père est avec une petite fille, mais il ne va pas y arriver forcément. Le père va décéder, va confier à Kido justement sa fille en lui disant de la ramener à sa mère. Donc c'est en se basant sur le peu d'informations que le père a donné à Kido qu'il récupère la fille qui s'appelle Illy et qui va devoir ramener à sa mère. Et c'est leur quotidien qu'on va suivre pendant qu'ils vont essayer de savoir c'est qui la mère de Illy. Ils vont essayer de nous montrer le système mis en place, comment la société s'est réorganisée après tous ces morts-là, comment est-ce que ça marche et est-ce qu'il y a une possibilité de faire face à l'épidémie, de la contrôler, de l'éradiquer. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'ils vont aborder. Vu que j'ai pas encore fini, je sais pas si je m'avance un peu trop sur la note, mais je me dis de manière globale, tant que les gars là ne nous mettent pas en place une romance entre Kido et la petite de 14 ans, Illy là, moi ça me va, parce que il y a beaucoup de bastons amenés par Kido qui extermine les insectes et Illy du coup va être l'élément qui est un peu plus doux, avec beaucoup plus de tendresse dans l'histoire, enfin jusqu'à un certain point on va dire, j'ai pas envie de spoiler. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal pour le moment. J'espère que ça va continuer dans cette vibe là et que ce sera du bon sur le long, on verra bien. Paranormal et surnaturel. Et le premier élément de cette catégorie est le drama coréen The Guest. On est sur une série de 16 épisodes de 65 minutes et on est sur une histoire de possession et d'esprit. On va suivre Yeonhwa Pyong, un médium, Cho-yoon, un père catholique, et Gang Gil-yoon, une détective, qui vont se retrouver mêlés plus ou moins très souvent à des cas de possession par un esprit très fort qui du coup est un esprit que ces trois-là ont en haine à cause d'un événement du passé. C'est une série qui va fonctionner en épisode où il y a des crimes horribles qui sont commis, on va essayer de trouver les tueurs en question et on va réaliser éventuellement qu'ils sont possédés, qu'il faudra pratiquer de l'exorcisme sur eux pour qu'ils reprennent leur esprit. Et ces trois-là qui de prime abord n'ont rien en commun, qui ne s'apprécient pas des masses, hein, vont faire front uni pour affronter un démon qui vraiment dans le passé leur a fait du mal de manière très traumatique. Donc c'est ça qu'on va suivre. Et ce qui est intéressant en fait, et ce qui est intéressant dans ce drama déjà, c'est que c'est flippant les parties où on vous montre les possessions et les exorcismes. Honnêtement, moi j'ai flippé à certains moments et j'ai fait ça parce qu'il y avait des personnes possédées qui ressemblaient à rien du tout. Elles étaient vraiment très horribles. On a envie de suivre, d'enchaîner les épisodes pour avoir le fin mot de l'histoire parce qu'on suppose qu'il y a un fil conducteur entre tous les événements. On essaie de comprendre comment ça a commencé, pourquoi on en est là. Et c'est assez prenant, donc on enchaîne les épisodes. La BO vient aider vraiment beaucoup de scènes très émouvantes et j'ai beaucoup apprécié la musique qui était glissée pile poil au bon moment et qui venait appuyer en fait le ressort émotionnel qui était mis en avant. C'était vraiment pas mal et j'ai beaucoup apprécié la détective qui était du coup, vous savez, bad girl, taciturne, qui parle pas beaucoup, qui est têtue, qui fonce droit pour résoudre ses enquêtes. Donc voilà, c'est une vibe un peu comme ça, on est sur un thriller mélangé, une histoire de possession, d'exorcisme. On aura un trio composé d'un médium, un prêtre et une détective qui vont chasser les esprits, les démons et surtout un démon. Donc c'est vraiment pas mal. Le deuxième élément de cette catégorie est le drama malaisien The Ghost Bride. Je ne l'ai pas encore fini, mais je vous en parle quand même parce que voilà, j'ai regardé qu'un épisode, hein, mais bon, disons que pour avoir vu ce premier épisode-là, j'ai beaucoup d'attentes et je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer de manière intéressante dans ce drama-là. On est sur une série historique de 6 épisodes de 50 minutes. On est dans les années 1890, en Malaisie. Une jeune fille du nom de Panlilan est forcée à se marier à un fantôme. Et c'est cette histoire-là qu'on va essayer de comprendre pendant que la fille va essayer de faire un pacte avec son fantôme de prétendant pour essayer de voir si elle peut se sortir de ce destin-là qui ne lui convient absolument pas. Et pour avoir vu le premier épisode, j'ai beaucoup aimé certains visuels. Il y a des décors qui sont très beaux.
Et il y a aussi les costumes d'époque là, c'est vraiment très très beau pour ce que j'ai vu. Je sens que l'enquête va être un peu tricky et il y aura beaucoup de rebondissements parce que tout le monde semble être la personne qui a tué le jeune prétendant. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de rebondissements. Je crois que il y aura peut-être une romance, mais je ne suis pas sûre dans quel sens elle va aller. Donc je me dis, il y a moyen que ça se passe plutôt bien et qu'on ait une histoire qui tienne la route. Donc je voulais vous le présenter quand même. Le troisième élément de cette catégorie est la mini-série African Folk Tales Reimagined. C'est une série de 6 courts-métrages de 25 minutes réalisés par des jeunes réalisateurs africains. Ils vont présenter des histoires locales traitées par une nouvelle génération de cinéastes. Les histoires sont basées sur le folklore et va parler d'amour, de chagrin, de mysticisme, de violence. Il va être centré beaucoup également sur des personnages féminins qui seront plutôt forts et va nous montrer leur struggle au quotidien dans des univers dystopiques, SF et un peu à la Black Mirror. Bref, il y a un mélange bizarre qui s'est fait. Même à l'épisode 1, j'ai vu une vibe western, j'étais là en mode hein. Bref, cette série est une très agréable surprise, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit ouais, why not, tentons l'expérience. Et honnêtement, je suis sortie bluffée de cette série parce que c'est vraiment très bien fait. Il y a de très belles images. Chaque épisode est réalisé par une équipe, qu'elle soit de la Tanzanie, du Nigeria, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud. Enfin, chaque épisode réalisé par un réalisateur normal qui a son grain de folie et du coup les épisodes ne sont pas corrélés du tout, on peut les regarder dans le désordre, on s'en fout. Les histoires sont plutôt intéressantes la plupart du temps, elles sont vraiment intéressantes. Il y a des trucs que j'ai vus et je me suis dit waouh, on dirait un épisode de Black Mirror. Et on sent la vision, on sent la patte en fait de réalisation, on sent la patte artistique de chaque réalisateur dans chacun de leurs épisodes. J'ai vraiment kiffé ça parce que je me suis dit le cinéma africain, ils ont des gars qui savent réaliser des pépites, quoi. Honnêtement, les histoires sont bien amenées, elles sont bien faites. Les visuels sont de qualité, les images, la cinématographie. Je suis restée bouche bée 2 minutes devant un visuel trop beau dans cette série. J'étais là en mode, waouh, capturer ça. Les gars, ils sont bons. Honnêtement, allez voir cette série. Je trouve que c'est bien pensé, c'est bien réalisé. Les intentions et ce que veulent faire les réalisateurs sont plutôt clairs, c'est bien dosé et ça se regarde facilement. Donc, s'il vous plaît, allez le regarder. Vraiment, c'est une trop belle découverte. Donc, je me dois de vous en parler, de vous forcer à aller regarder cette série. Elle est vraiment trop bien. Le quatrième élément dans cette catégorie est le film japonais Remember. On est sur un film de 1h42 qui va nous parler de jeux macabres, de malédiction et de survie. Si les séances sont coincées dans une boucle temporelle meurtrière qui ne va prendre fin que lorsqu'ils vont regrouper des morceaux de corps d'une fille qui les a maudites. Donc voilà le truc, hein. Et c'est vraiment très macabre ce film, c'est hyper gore, c'est du body horror, on te déchique. Ah. Ouh. Les Japonais aiment infliger des morts très atroces à leurs lycéens ou quoi, je comprends pas. Mais là, ce qui se passe, on les découpe, on les... Ah! C'est vraiment très gore. Il y a des visuels qui vont vous Il y a des visuels, vous allez voir, vous êtes là en mode... Ah! Ah! Non, 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 c'est compliqué ce film, honnêtement. Et ce qui m'apparaît très, très étrange dans ce film, c'est qu'on va te mélanger ces moments d'extrême gore, d'extrême découpage par des moments de cuteness où tu vois des lycéens qui sont contents de traîner ensemble, qui sont contents d'aller à la plage, qui sont contents d'aller manger quelque part ensemble. Et après qu'ils aient fini de manger ensemble, ils se font attaquer, ils se font déchiqueter. Et tu es là en mode, the fuck? Comment vous pouvez mélanger les deux trucs comme ça? Faut choisir un genre, les gars. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait flipper sur ce sens-là parce qu'on mélangeait trop de trucs, il y avait trop d'éléments qui étaient complexes. Et c'est un film qui m'a laissé une impression étrange parce que je savais pas sur quel pied danser en vrai. C'était cute et j'étais là en mode oh ils sont mignons et puis après ça partait en n'importe quoi. Donc voilà, vous êtes prévenus si vous regardez ce film, il est un peu comme ça, il est même beaucoup comme ça. Alors le cinquième élément de cette catégorie est le film taïwanais Incantation. C'est un film de 1h50 qui m'a traumatisé pendant plusieurs nuits. Sincèrement, il m'a vraiment beaucoup traumatisé ce film. On va suivre Lee Rowan, une jeune fille qui a été frappée d'une malédiction lorsqu'elle était enceinte.
fast forward 6 années plus tard, elle va remarquer que beaucoup de choses bizarres se passent autour de sa fille. Elle voudra faire tout pour éviter qu'elle ne subisse les conséquences de sa malédiction à elle. Et honnêtement, ce film est super flippant. C'est très très flippant. Croyez-moi, il y a des choses que j'ai pas pu enlever de ma tête depuis que je l'ai vu. Et ça va faire 2 semaines que je l'ai vu, ce film. 2 semaines, les amis. C'est hyper flippant. Et c'est flippant parce qu'on sent une vibe un peu réaliste. C'est filmé à la manière d'un vlog, des personnes qui tiennent des téléphones, des caméras, qui se filment pour dire des trucs et on te filme en même temps des moments très bizarres. Et ce côté réaliste là fait qu'on flippe pour rien. L'héroïne principale, oh mon dieu, je l'ai trouvée malade. Sur certaines actions, elle était complète. J'étais là en mode... Honnêtement, je regrette d'avoir regardé parce que c'est trop compliqué. Je pense que j'ai un level, je peux pas dépasser le 4 en fait. Mais celui-là, il dépasse 4. Il dépasse 4 en frisson, c'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal. Et moi, ce qui m'a tué, à la fin, ils ont dit que c'est basé sur une histoire vraie. Est-ce que moi, je vous ai demandé de me dire si c'est une histoire vraie ou pas? Oh putain, ils m'ont tué. Quand j'ai vu cette mention, je me suis dit, les gars, vous êtes malades. Chassez cette information de ma tête, j'en veux pas. Bref, c'est flippant. Parce que ça parle de malédiction, on voit des trucs bizarres. Donc, il y a des vieux vraiment très très bizarres qu'on voit. Et c'est vraiment... Les jumpscares sont bien faits et c'est vraiment très très flippant. Donc, je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas me retraumatiser pour cette nuit. Donc, voilà. Allez-y si vous voulez. Il est vraiment très flippant. Si vous aimez, c'est très flippant. Allez-y. Donc, voilà. Le 6e élément de cette catégorie est le film espagnol Bird Box Barcelona. C'est un film de 1h50 dans l'univers Bird Box. Une force mystérieuse décime la population en les poussant à commettre des actes de suicide très violents dès qu'ils ont un contact visuel avec celle-ci. Et c'est dans cette lignée-là qu'on va suivre Sébastien et sa jeune fille Anna qui vont essayer de faire leur voyage dans les rues désolées, désertiques, on va dire, de Barcelone. J'avais beaucoup apprécié le premier volet avec Sandra Bullock. Et celui-ci est une suite de l'univers. Je crois que si vous n'avez pas vu Bird Box simple, vous n'allez peut-être pas tout comprendre parce que l'univers n'est pas forcément plus expliqué que ça, alors que dans le premier volet, il était un peu plus expliqué. On parlait de ce qui est arrivé avant. Même s'ils ont fait une petite introduction dans ce volet, je trouve que le premier volet est à regarder si vous voulez regarder celui-ci. Mais bon, vous pouvez essayer de regarder celui-ci aussi pour voir si vous comprenez un peu ce qui se passe dans l'univers. Et comme le premier volet c'est assez gore, c'est très gore, les personnes qui se suicident très violemment, c'est vraiment des images que vous n'avez pas envie de garder dans votre tête, dans votre mémoire parce qu'elles sont assez violentes. Il peut y avoir du body horror, c'est très sanglant, il y a du sang qui gicle de partout quand les personnes se suicident. Et on va suivre nos nouveaux héros qui vont essayer de trouver un safe haven, un endroit super safe pour eux. Malheureusement pour moi dans ce volet, je ne me suis pas trop attachée au personnage, donc voilà. C'est un peu compliqué pour moi de rentrer vraiment dans l'histoire, mais c'est une histoire plutôt correcte, hein. On va suivre des personnes qui vont braver ces créatures monstrueuses là, vont traverser la ville, limite les yeux fermés pour arriver au safe haven en question. Voilà, ça peut être intéressant si vous aimez ce genre de vibe. Et d'ailleurs, même le côté où la créature monstrueuse, on ne la voit pas, rend le truc aussi un peu flippant quand même, parce que ça te trigger d'autres trucs que tu ne réalisais peut-être pas. Et je trouve cette présence invisible là, assez oppressante quand même, finalement. Donc c'est vraiment pas mal si vous aimez ce genre de vibe. Le 7e élément de cette catégorie est l'anime japonais Japanese Tales of the Macabre. On est sur un animé de 12 épisodes de 25 minutes pour plonger complètement dans l'univers de Junji Ito. Cette série va adapter 20 histoires issues de l'univers de Junji Ito. Et ce sont vraiment des histoires horrifiques, elles sont très dérangeantes, malaisantes. On n'est pas forcément très à l'aise après avoir fini les épisodes. Vraiment, c'est de l'horreur quoi. J'ai même envie de dire de l'horreur psychologique parce que parfois il y a des trucs, vous êtes là en mode hein. Bref, c'est vraiment une sensation de malaise qu'on va éprouver après avoir regardé ça. Et il y a quelques-uns qui sont gore, mais pas trop. Mais c'est plus le sentiment de malaise va revenir beaucoup plus que les scènes gore ou trop sanglantes. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'intro de l'anime, c'était assez intéressant. J'aimais bien la musique aussi, donc c'était pas mal. Et chaque épisode n'est pas corrélé, donc on peut vous regarder ça dans le désordre. Donc faites-vous plaisir si vous voulez découvrir ne serait-ce qu'un peu l'univers de Junji Ito. Prenez un épisode
qui semble vous intéresser parce qu'ils font les résumés de chaque épisode. Et aller dessus pour voir un peu comment ça se passe, comment est-ce que ce monsieur, maître incontesté de l'horreur japonaise, essaie de faire peur comme pas possible. Donc voilà. Le 8e élément de cette catégorie est l'anime japonais Enover. On est sur un anime de 12 épisodes de 25 minutes qui va parler de malédiction dans une classe de collège. Dans les années 1970, un jeune collégien est mort avant la fin de l'année et ses camarades vont se dire qu'ils ne vont pas vont faire tout comme s'il était toujours vivant parce que c'est une mort qui les a tous affligés. Suite à cela va naître sur la classe 3-3, la classe où le jeune en question a été gardé vivant dans la mémoire de tous ses camarades, une malédiction qui va peser sur la classe 3-3 à chaque fois. On a un jeune collégien qui va intégrer cette classe-là, qui n'est au courant de rien. Il n'a aucun écho de ce qui se passe dans cette classe-là. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'anime, il va arriver plein de trucs bizarres aux gens de la classe et aux gens de leur entourage. Et donc, c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter. Et tout le long, honnêtement, je me suis posé juste une question. Pourquoi il ne brûle pas cette classe? Pourquoi il ne ferme pas le collège? Pourquoi il ne ferme pas ce truc et il laisse cette malédiction se perpétuer pendant autant de temps? J'ai pas compris. Trop d'années sont passées. Et en fait, la malédiction de la classe là fait que des morts bizarres, très étranges et très gore, c'est du body horror même à certains moments parce qu'il y a des scènes vraiment très graphiques. Ah là là. Donc oui, c'est un peu sanglant quoi, honnêtement, c'est vraiment beaucoup sanglant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre quand même le jeune là qui va mener l'enquête pour comprendre ce qui se passe dans la classe, pour comprendre les mystères et essayer peut-être de mettre fin à la malédiction. Donc voilà, c'est plutôt, il y a beaucoup de mystères et on va suivre ces jeunes lycéens là qui un coup sont très innocents, vont à la plage, rigolent et un autre coup sont tués violemment dans d'atroces souffrances. Et je reviens sur le fait que les Japonais ils aiment tuer leurs collégiens lycéens, c'est pas possible quoi. C'est fou ce qui se passe dans cette histoire. Bref, les révélations parfois sont un peu retardées pour des raisons bêtes. Clairement, c'est ce que j'ai compris. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de fois où on était à deux doigts d'arriver à avoir des réponses et on nous faisait « Ah, quelqu'un t'appelle » donc c'était interrompu. Donc voilà, ça m'a un peu énervé sur les bords. Mais quand même, au moins, le jeune collégien, là, le Koichi en question qui intègre la classe, il fait semblant de chercher ce qui se passait, d'aider à mettre fin à la malédiction. Parce que sans lui, en fait, les gars allaient se faire zigouiller comme pas possible. Bref, c'est pas mal. Et tout le long, je me suis dit pourquoi il ne brûle pas cette classe qui est maudite, en fait. Voilà. Science-fiction, dystopie et thriller. Et le premier élément de cette catégorie est le drama japonais Pending Train. On est sur un drama de 10 épisodes de 45 minutes. Et un matin comme un autre, un coiffeur, un professeur d'EPS, un pompier vont monter dans un train. Ils sont dans le même wagon de train en direction de Tokyo. Alors que la plupart des passagers ont les yeux rivés sur leur smartphone, la rame s'immobilise soudain violemment. Et les personnages de ce wagon-là et le wagon se retrouvent projetés dans un monde, un futur en ruine sans moyen de communication, ni eau, ni nourriture. C'est une série plutôt sympa à regarder. Le choix du voyage dans le temps, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est couplé au fait que nos héros se retrouvent un peu coupés de tout. Donc ils vont devoir quand même se débrouiller pour trouver des moyens de subsistance. On n'est pas sur Dr Stone, mais c'est pas trop loin. Aussi parce qu'ils vont mettre en place certaines choses quand même. Et ce qui est intéressant dans ce drama, c'est qu'on ne va pas assister à une barbarie sanglante due au manque de ressources. En fait, il n'y a pas de gens qui se zigouillent, c'est plutôt l'inverse. C'est des personnes qui vont se rassembler, vont essayer d'être soudées en tant que communauté et vont essayer de tout faire pour survivre tous ensemble. C'est vraiment une série qui est pleine de bons sentiments. On a vraiment de bonnes valeurs qui sont véhiculées quand même. Et les valeurs sont sur le partage, l'acceptation, la solidarité, la communication. Enfin, il y a vraiment de très bonnes valeurs qui sont véhiculées dans ce drama. Il y a beaucoup de profondeur qui sont apportées aux personnages et il y a un développement qui est fait sur leur vie avant l'incident et les impacts que leur vie va amener en fait dans leur cohésion dans le groupe, la communauté dans le futur. Et clairement, on se pose beaucoup de questions, on se demande est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à leur époque, comment ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre parce que du coup il n'y a rien, enfin bref, il y a tout ça qui rend le drama plutôt intéressant parce que chaque épisode vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous avez envie de comprendre déjà c'est quoi cette histoire de futur et vous avez envie de comprendre comment ils vont faire pour s'en sortir,
pour ne serait-ce que manger, boire, déjà, des trucs principaux qu'ils n'ont pas à disposition, et ensuite réfléchir à comment sortir de leur situation. Donc vraiment, c'est pas mal. Je vous le recommande si vous voulez un truc de survie où il n'y a pas de diffusion de sang, c'est plutôt, on est plus sur de bons sentiments, sur de l'entraide et voilà, de bonnes valeurs qu'on véhicule. Voilà. Le deuxième élément de cette catégorie est le drama coréen The Silency. On est sur un drama de 8 épisodes de 45 minutes et on est dans un monde post-catastrophe naturelle, j'ai envie de dire. La Terre est désormais un désert, on est dans le futur, hein. La Terre est devenue un désert où la vie est très dure, elle est quasiment impossible. Toutes les ressources naturelles ont été extraites et on a du mal à les renouveler. Une équipe spéciale formée d'une scientifique, d'un militaire, d'une chef d'équipe, d'un ingénieur, d'un médecin, d'un chef de sécurité, d'un pilote vont être amenés à aller sur la Lune pour récupérer de mystérieux échantillons dans une station lunaire abandonnée de tous les occupants. Beaucoup de personnes avaient trouvé la mort dans cette station lunaire et on leur demande d'aller récupérer les échantillons avant qu'ils ne la démolissent parce que du coup, elle ne sert plus à rien. Et honnêtement, ce drama est très beau visuellement. Il y a de très beaux plans. Il se passe énormément de trucs déjà sur la station lunaire. Au fur et à mesure que l'équipe essaie de récupérer des échantillons, ils vont être confrontés à une menace invisible qui va commencer petit à petit à vraiment à zigouiller des gens dans l'équipe, donc ils vont avoir des pertes et ils vont essayer de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a un mystère qu'ils vont essayer de résoudre. Le rythme est assez intéressant parce que chaque épisode donne envie de savoir ce qui se passe après et tu as envie de les enchaîner. Il y a des acteurs que j'ai revus dedans, que j'ai pas vu depuis un moment. Dans des dramas, j'étais là en mode Konyu était là, j'étais là en mode ah, ça c'est mon gars sûr, c'est mon gars sûr. Honnêtement, j'étais là pour lui. J'étais là pour lui. Et comme d'habitude, pour moi, en fait, je trouve que c'est des univers qui sont un peu oppressants, anxiogènes, parce que déjà, de base, vu que ce sont des astronautes qui vont aller sur la Lune, on va les voir souvent en combinaison spatiale. Et on va voir souvent leur rythme cardiaque s'accélérer. On va les voir parfois manquer d'oxygène. Et voilà, c'est des trucs qui sont super importants sur la Lune parce que tu n'as pas d'oxygène, tu meurs. Ta combinaison est grattillée, tu meurs. En fait, il y a tellement de conditions, de petits trucs qui font que tu peux perdre la vie que voilà, je trouve ça vraiment très angoissant. En général, les films ou les séries qui parlent de voyage dans l'espace. Et honnêtement, c'est plutôt bien dosé. Cette angoisse-là est mélangée au mystère de la chose qui semble décimer des personnes dans le groupe qui a été envoyé sur la station lunaire. Ainsi que les mystérieux échantillons qui sont vraiment bizarres aussi. Bref, il y a pas mal de trucs qui donnent envie de continuer à regarder la série. Et je vous le recommande si vous aimez les beaux dramas en fait de science-fiction où tout est beau, où la lune est belle, c'est oh là là, c'est très beau et c'est bien dosé, c'est bien rythmé, donc laissez-vous tenter, il est vraiment pas mal. Alors le troisième élément de cette catégorie est le drama coréen Black Knight. On est sur un drama de 6 épisodes de 45 minutes dans un univers dystopique à cause d'une comète qui a heurté la Terre. La Corée du Sud est devenue désertique et l'air est extrêmement toxique. 1% de la population a survécu et ils sont divisés maintenant en castes. On a les spéciaux, les essentiels et les généraux, ceux qui sont censés avoir des vivres selon leur rang. Et on a aussi les réfugiés qui n'ont droit à rien, techniquement. Et pour qu'un réfugié puisse avoir une vie convenable, il faut qu'il se fasse embaucher en tant que transporteur. Et les transporteurs sont des personnes qui risquent leur vie tous les jours pour transporter l'oxygène, denrées très précieuses dans ce monde-là. Ils sont attaqués beaucoup par des pirates, donc ils doivent être très forts. Et on va suivre l'histoire de 5-8, un transporteur légendaire qui vraiment est connu pour mettre KO tous les pirates qui essaient d'attaquer son camion rempli d'oxygène. Il va croiser un jeune réfugié, Yoon Sung-hol, qui rêve de devenir un transporteur comme lui, et une majeure du renseignement militaire, So-ah, à cause d'un incident qu'il va y avoir quand le drama va commencer. Donc c'est un drama qui est vraiment très beau. On sent qu'ils ont mis les lourds moyens, on sent qu'ils ont mis beaucoup de sous dedans. Il y a une vibe un peu Mad Max, Fury Road pour moi. Il y a une vibe aussi un peu Hunger Games sur la partie où on va parler du jeune qui veut devenir transporteur et qui va devoir faire une compétition pour avoir le rôle de transporteur, pour avoir la fonction de transporteur. Donc il y a ça qui est plutôt bien amené.
Il y a beaucoup de scènes d'action, il y a trop de slow motion à mon goût, mais bon, que voulez-vous, ils ont essayé de faire une vibe cool. Il y a un acteur que j'ai revu dedans qui m'a un peu surprise, j'ai l'impression qu'il a pris quand même pas mal de kilos de muscles pour porter le rôle. Et le thème post-apocalyptique selon moi est très bien représenté, les décors sont beaux, les costumes sont beaux, il y a des parties pris sur la manière dont elle filmait le sable. Honnêtement, il y a des gros plans sur le sable, j'étais là en mode yeah, j'aime ça, yeah, j'aime ça. Donc vraiment, il y a vraiment des parties prises, c'est très beau visuellement, l'histoire est plutôt bien rythmée. Elle aurait été beaucoup plus intéressante si on l'avait un peu étendue parce qu'il y a la fin qui a été un peu rushée selon moi. Mais c'est pas grave, c'est plutôt un drama qui se laisse bien regarder et qui délivre ce qu'il est censé délivrer. Donc vraiment, si vous voulez un truc dystopique, lourd en budget, avec de beaux visuels bien faits, avec une petite vibe Mad Max, des codes un peu à la Hollywood, il est pas mal celui-là, laissez-vous tenter. Le quatrième élément de cette catégorie est le drama japonais Remind. On est sur un drama de 12 épisodes de 24 minutes. On a 11 lycéennes qui se réveillent dans une grande salle à manger où elles ont été confinées. Elles sont menottées aux pieds, elles ne peuvent pas bouger, elles craignent pour leur vie, elles se demandent ce qui a pu motiver un acte aussi bizarre. Et personnellement, j'ai vraiment eu du mal avec cette série parce que je crois que peut-être dû au fait qu'elle date de 2017 et que c'est un peu, enfin, à l'ancienne, j'ai trouvé que c'était fait un peu à l'ancienne en fait. L'intro, déjà, je l'ai détesté parce que durant toute l'intro, l'opening, ce que vous voulez, comment vous l'appelez, peu importe, l'intro, l'opening du drama, en fait, on nous montre des jeunes filles qui vont, se balader, vont rigoler, elles sont devant, elles sont allées à la plage, on montre leur jupe et ils ont trop montré la longueur de leur jupe. C'est comme s'ils faisaient un zoom quasiment sur leur jupe. J'étais là en mode, mais est-ce que c'est un pervers qui s'est dit qu'il allait juste zoomer ça ou quoi? J'ai pas compris et ça m'a énervé. Mais derrière aussi, je trouve que ça brasse du vent pour rien. Il y a beaucoup de jumpscares pour vous faire peur, il y a beaucoup de lumière, de jeux de lumière. En fait, c'est vraiment un drama d'ambiance, on a dit, qui ne fait pas vraiment peur selon moi. Et les jeunes filles qui sont confinées dans la salle à manger en question, parfois elles étaient hystériques, elles ne réfléchissaient pas vraiment à ce qu'il fallait faire. Et ça tournait beaucoup en rond sur certains trucs. Donc je me suis dit, oh là là, c'était compliqué pour moi. J'ai pas aimé plus que ça. Mais le seul truc que j'ai apprécié dedans, c'était le fait que ça abordait le harcèlement scolaire et ce que ça peut créer après comme répercussion, les conséquences qu'on devrait pouvoir tirer de ces actes. Il y a vraiment des sujets intéressants comme ça qui sont brassés dedans. Mais parfois, les jeunes filles qui étaient voilà, confinées dans la salle là en question, elles avaient des réflexions très très étranges. Elles étaient fatigantes, elles criaient pour un rien. Enfin, c'était vraiment, je sais pas. Le cinquième élément de cette catégorie est le drama taïwanais Copycat Killer. On est sur un drama de 10 épisodes de 60 minutes. On est dans les années 90 à Taipei. Une série de meurtres brutaux va plonger la ville dans le chaos. On a un jeune procureur qui est vraiment très méticuleux dans ce qu'il fait, qui va prendre le lead sur l'investigation. Il va essayer de choper le tueur en série en question. Et bientôt, on va assister un peu à un jeu du chat et de la souris parce que le tueur en série aime bien s'amuser aussi. Et honnêtement, ce que j'ai trouvé très stressant dans ce drama, c'est le côté médiatique de l'affaire. Le tueur en série dans ce drama s'amuse à communiquer avec la presse, les journaux, donc tout passe aux informations H24. C'est stressant, l'enquête ne peut pas se permettre de piétiner parce que la population est en train de paniquer. Les dirigeants doivent rendre des comptes et on fout la pression au procureur qui doit aussi réfléchir plus vite. Et clairement, le drama est porté par le procureur du coup qui a une manière de réfléchir plutôt intéressante. Il va essayer de trouver des indices, il va essayer de se mettre à la place du tueur de temps en temps pour essayer de comprendre comment il réfléchit. Il va s'aider d'une psychiatre aussi pour débunker un peu la personnalité du tueur en question. Et il va aller jusqu'au bout en fait de ses investigations. Le drama est un peu gore, il y a du body horror dedans parce que le tueur en série vraiment est très brutal, est très, voilà, il découpe beaucoup de choses et ils vous font des gros plans parfois. J'ai trouvé quand même qu'on aurait pu raccourcir le format et passer à 8 épisodes parce que les 2 derniers épisodes étaient un peu lents. Donc je me suis dit, c'est dommage. J'ai aimé le côté où on avait l'impression quand même qu'on était dans les années 90 malgré le fait que l'image soit de très bonne qualité. Mais il y avait un petit côté vieillot qui était amené dedans quand même. Donc voilà, j'ai bien aimé. Le sixième élément de cette catégorie est le film thaïlandais Deep. On est sur un film d'1h41 minutes. On va suivre 4 étudiants
en médecine qui sont insomniaques, qui ont besoin de sous et qui vont accepter de participer à une expérience de neurosciences sur le sommeil qui peut tourner très mal en fait. J'ai aimé le détail apporté parce qu'il y a des notes qui sont glissées dans le film et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très dynamique, il y a pas mal de rebondissements dans ce drama et il y a des éléments qui prennent de l'ampleur très rapidement parce que on pensait peut-être être sur un drame, on pensait être sur un film un peu gentil et tout ça et quand les gens vont commencer à tomber, on va réaliser que l'affaire est grave en fait. J'ai trouvé fascinant les informations qu'on avait sur les différents stades par lesquels on passait quand on ne dormait pas assez. Il y a un petit côté suspense aussi qui se cache derrière l'expérimentation parce qu'on se demande mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi le groupe pharmaceutique derrière, il veut faire quoi, les résultats de cette expérience, pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à laisser des gens mourir pour ça. Bref, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser et moi honnêtement ce que j'aimais dans ce drama là c'est le sommeil qui était au cœur de tout finalement. Le 7e élément de cette catégorie est le film Espagnol Nowhere. On est sur un film de 1h41. On est dans un univers dystopique. On va suivre une femme enceinte qui est seule, enfermée dans un conteneur qui est à la dérive. Elle va tenter de survivre après avoir fui un pays totalitaire, parce que côté dystopique et tout ça, mais le plus important c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle va suivre puisqu'elle est enfermée à l'intérieur d'un conteneur. Elle n'a pas beaucoup de choses à manger, elle n'a pas beaucoup à boire et le conteneur risque de couler à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est vraiment très stressant ce qui se passe et oh boy, c'est tellement angoissant de la regarder cette femme dans ce conteneur. Honnêtement, si tu es claustrophobe et tu commences à regarder ça, tu auras du mal à respirer. Elle est vraiment enfermée dans le conteneur la plupart du temps et elle doit tout faire pour survivre. Elle n'a pas de vivre, elle n'a pas assez d'eau. Elle a un bébé dans son ventre, donc il faut qu'elle mange convenablement, il faut qu'elle tienne pour la survie de son bébé. Et on est là à la regarder pendant qu'elle se dépatouille de situations vraiment waouh. Moi, je sais pas comment elle a fait, mais au départ, moi, je la voyais plus comme une femme qui se cachait souvent derrière son mari et tout ça. Mais après, quand elle s'est retrouvée toute seule, là, elle était un peu en mode badass. J'étais là en mode waouh. Bref, voilà, on est dans un conteneur tout le long. Et je reproche d'ailleurs un peu ça aussi au film parce que je trouve qu'ils auraient dû glisser des images de personnes qui ne sont pas dans le conteneur. Parce qu'il n'y avait pas que elle en fait, il y avait d'autres choses qui se passaient aussi. Mais ils n'ont pas glissé des images de ça. Donc j'ai trouvé ça dommage. Bon. Et voilà ce qui conclut ce que j'ai regardé durant ce mois de la terreur. Cette année, j'ai voulu voir autre chose que des dramas et intégrer des animés et des films qui viennent un peu partout dans le monde. Et ces visionnages-là m'ont permis quand même de varier un peu les types pour le format de visionnage et de varier aussi les types de codes qui étaient présents dans ces œuvres-là. J'ai eu un gros coup de cœur pour Zoom 100 Bucket List of the Dead, Vampire in the Garden, African Folktales Reimagined, The Silent Sea, pour ne citer que ces 4-là. Et je vous invite à aller les voir parce que vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient brillants. La réalisation était brillante pour moi, c'était très bien fait. Donc honnêtement, allez-y, ils sont vraiment bons et je vous les recommande les yeux fermés. Tous les dramas, films et animés de cette vidéo sont bien sûr disponibles sur Netflix parce que j'ai fait que ça, Netflix. Et tout ce que je pouvais trouver de flippant dessus. Donc voilà. Si vous voulez les voir, ils sont disponibles sur Netflix France. Voilà, n'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous avez regardé ou ce que vous regardez pour cette période spooky. On se dit nous à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.